Bonjour, nous sommes le samedi 26 juin 2021 et aujourd'hui je vais appeler mon petit exposé RIP, R.I.P. Et vous savez que ce sont des initiales qui signifient Requiat in Pace. Voilà. Pourquoi Parce qu'il y a eu un rapport il y a quelques jours, un rapport du GIEC qui s'occupe de la dégradation de l'environnement et en particulier du réchauffement climatique et qui nous a dit ben on fait rien. On n'avait pas besoin du rapport pour nous le dire puisqu'on le savait. Mais à tout moment, depuis le rapport Meadows, c'était quoi, en 70, appelé aussi rapport de Rome, on nous avait montré de belles courbes en nous disant voilà ce qui va se passer si on continue sur les rails, les mêmes rails, et puis qu'on fait rien. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il s'est fait que 70, que 50 ans plus tard, ah ben, ils avaient raison. Voilà. Euh, Moi personnellement, en 2016, c'est-à-dire il y a 5 ans, enfin bon, je l'ai écrit en 2015, c'est-à-dire il y a 6 ans, j'ai écrit un livre en disant qu'avec notre logique du profit, on n'y arriverait pas. On n'arriverait pas à changer les choses et que du coup, je vais appeler ce livre Le dernier qui s'en va. Éteins la lumière. J'ai un autre livre qui s'appelle la survie de l'espèce avec Gregory Maclès qui est une BD. Et ces deux livres-là, où je lançais l'alerte d'une certaine manière par le titre et par le propos, ce sont mes meilleures ventes. J'ai voulu faire une suite à Le dernier qui s'en va, éteint la lumière. Je l'ai faite quelques années plus tard, j'ai appelé ça Qui étions-nous. Le titre était dans la même, je dirais, perspective de dire que l'affaire était terminée, mais qu'au moins on pouvait faire un bilan avec qui étions-nous. Et j'ai encore, voilà, c'est d'ailleurs ce qu'il y a sur mon blog, il y a la couverture de ce livre s'appelant Qui étions-nous. Mais là, l'éditeur n'a pas aimé ça, il n'a pas aimé, il a pas aimé ce, comment dire, cette épitaphe que j'avais écrite. D'abord, on a voulu sabrer le livre, mais j'ai insisté là pour qu'il publie et soit publié dans son ensemble. Et puis, l'éditeur a gardé que le sous-titre, dont le titre devait être Qui étions-nous, et puis le sous-titre Défense et illustration du genre humain, et c'est ça qui a été gardé, la deuxième partie, et du coup, le message était assez obscur. Le livre, je vois dans les ventes, c'est relativement mal vendu. Euh, je parlais de, je parlais dans ce livre essentiellement dans mon Qui étions-nous devenu Défense et illustration. Je parlais essentiellement de ce que nous allions faire, c'est-à-dire essayer de nous battre pour des solutions de secours, voilà, des plans bis, des plans B, et en particulier la course pour aller s'installer ailleurs, pour essayer au moins de faire survivre un bout d'humanité à un autre endroit, de manière complètement artificielle, parce qu'on n'est pas fait, soyons logiques quand même, on n'est pas fait pour vivre, nous sommes vraiment faits pour vivre sur cette planète qui s'appelle la Terre, que nous avons appelée la Terre, mais alors qu'elle soit en bon état, qu'elle permette qu'il y ait une capacité de charge de cette planète par rapport à l'espèce que nous sommes. Et ça, nous l'avons compromis, Il est bien possible, et ça j'en ai parlé je crois dans ce livre de 2016, il est bien possible que le moment où le retour en arrière était impossible était très, très éloigné. C'est-à-dire que ce n'est pas des gens comme nous au début du XXIe siècle de pouvoir résoudre ça. Il est bien possible que ce soit la fin du XVIIIe siècle, bon, dans les années 1700, 1780, 1790, l'époque de la Révolution française. Et ce n'est pas en raison des mesures politiques qui ont été prises à ce moment-là, mais c'est parce que nous avons commencé, nous l'espèce, on devait être à peu près 1 milliard à l'époque. Nous avons commencé à utiliser massivement des énergies fossiles. Et ces énergies fossiles, ben, nous en sommes gorgés. Ça nous a permis voilà, d'avoir
source d'énergie tout à fait extraordinaire à notre portée, le charbon, puis le pétrole, la tourbe, la lignite, enfin tout ce qu'on pouvait trouver, qu'on pouvait brûler et qui nous donnait une énergie extraordinaire. Et en même temps, bon, on n'a pas réfléchi une seconde, qu'est-ce qu'on allait faire de tous les déchets de tout ça? Si, bon, on a fait des terrils avec des scories, mais toutes les saloperies qui se dégageaient en plus, on les a laissées partir dans l'atmosphère. Oui, on a fait une époque, on a obligé de faire des cheminées d'usines assez hautes pour envoyer la saloperie un peu plus haut que juste au ras des pâquerettes. Mais il est probable que ce soit à ce moment-là que tout se soit passé. Alors, il y a un débat qui vous dit, bon, d'abord il y a un débat qui vous dit, est-ce qu'on peut considérer une époque géologique a été déterminée par la présence des êtres humains à la surface de la Terre, ce qui justifierait qu'on parle d'anthropocène? Alors là, oui, je crois que ça s'est prouvé. C'est nous qui avons fait que tout le phosphate, tout le phosphore se trouve maintenant au fond des océans parce que nous avons utilisé les phosphates comme engrais et que les pluies ont lessivé ça et que c'est parti avec les rivières et que c'est maintenant au fond des océans. Oui, c'est nous qui avons fait que les phosphates soient au fond des océans. Nous avons fait la même chose avec des composés d'azote. Nous avons produit des quantités voilà, nous avons modifié le rapport de CO2, d'anhydride carbonique dans l'atmosphère, beaucoup plus élevé maintenant. Et tout ça s'est fait progressivement durant essentiellement le 19e siècle au départ, quand nous avions une véritable fringale justement d'utiliser cette nouvelle source d'énergie avec bon, nous avons inventé la machine à vapeur, puis qui utilisait essentiellement du charbon, puis le moteur à explosion qui utilisait essentiellement du pétrole et ses dérivés, de l'essence, etc. Et à ce moment-là, nous mettions l'espèce sur des rails qui allaient faire qu'en 2100, l'atmosphère aurait augmenté la température de l'atmosphère aurait augmenté de 6 degrés. Alors maintenant, ou même, allez, disons, 2016, quand je publie mon bouquin, si on avait tout arrêté à ce moment-là, est-ce que la température ne serait pas montée jusqu'à 6 degrés supplémentaires? Probablement non, même si on avait arrêté tout du jour au lendemain en 2016. Nous étions sur les mauvais rails depuis probablement cette date. Voilà. Moi, j'ai mis l'accent sur le fait que c'est la logique du profit, nous n'allions pas la renverser. Si nous disions on va arranger les choses avec du développement durable, avec des émissions obligataires vertes, etc., que tout ça c'était du greenwashing, comme on dit en anglais, mettre un badigeon vert sur la même chose. Je ne pensais pas en 2016 que nous pourrions changer notre logique du système capitaliste. Alors, est-ce que c'est le système capitaliste? Est-ce qu'il faut dire capitalocène? Je ne suis pas en faveur de ça. D'abord, il est trop tard pour ces querelles de coupage de cheveux en quatre de sexe des anges. Et en plus, à mon sens, ce n'est pas le capitalisme, c'est la propriété privée. Marx a eu raison d'écrire tout ce qu'il a écrit, encore que, voilà, moi je dis qu'il aurait dû changer quelque chose ici et là, mais celui qui avait vu juste, c'était pas Marx, il était déjà, bon, c'était un siècle auparavant, c'était Jean-Jacques Rousseau, le premier qui, ayant vu une parcelle là enclose et a dit ceci est à moi. C'est lui. Alors, Rousseau dit, et les autres qui regardaient, ils n'auraient pas pu faire quelque chose? Oui, certainement, mais celui qui a dit ceci est à moi, il avait certainement une grosse épée entre les mains, et les autres peut-être pas, et c'est comme ça que ça s'est passé. Alors, est-ce que ça veut dire que les 6 degrés de plus à la fin de ce siècle, c'était inscrit dans l'histoire même de l'espèce? C'est possible, c'est que ce soit comme ça. Je le fais en ce moment pour un cours que je donne à l'Université catholique de Lille, je m'intéresse beaucoup à la conquête du nouveau monde par l'ancien. Bon, tout ça, ce sont des étiquettes, bien sûr. L'autre était un ancien monde à sa manière aussi. Comment ça s'est passé?
Eh bien, on nous dit maintenant, on nous dit oui, voilà, les civilisations amérindiennes, ce sont des civilisations qui étaient tout à fait soucieuses de leur environnement. Voilà, regardez la sagesse des chefs indiens de l'Amazonie qui te disent voilà, si je détruis quelque chose, il faut que je replante un arbre, etc. Euh, non, 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 c'est pas ça. Quand on regarde ces sociétés du Pérou, les Incas, sociétés du Mexique, les Aztèques au moment voilà, de rencontre des civilisations, ce sont des civilisations qui sont absolument dans un déséquilibre absolument total. Pourquoi est-ce que ces sociétés s'effondrent comme elles le font pour deux raisons. Nous leur apportons des épidémies et maintenant, depuis 2 ans, on comprend un peu mieux ce que c'est une épidémie, je veux dire au niveau de l'intuition des citoyens ordinaires. Quand on nous dit le nouveau monde a été détruit par la variole et par la rougeole, ça nous paraît un peu abstrait. Maintenant, peut-être plus si abstrait. On a une représentation et en plus, dans un monde où on ne peut pas dire on va mettre tous les laboratoires à produire des vaccins. Non, ce n'était pas le cas au XVIe siècle. On ne savait même pas encore comment ça marchait les microbes. Mais ce qu'il y a, ce sont des sociétés extrêmement qui sont en guerre civile permanente, qui sont en guerre. Toutes ces sociétés amérindiennes sont en guerre les unes contre les autres. Tous les régimes ne tiennent pas plus que quelques dizaines d'années et disparaissent on appelle ça des révolutions de palais, mais surtout ce sont des mondes qui détruisent leur environnement encore bien plus vite que nous l'avons fait dans l'ancien monde. Ce sont des sociétés qui disparaissent rapidement les unes après les autres pour avoir détruit toutes les forêts autour, pour avoir tué tous les gros mammifères et ainsi de suite. Bon, ça c'est une chose qui va falloir, je ne suis pas le premier à dire ça. Comment s'appelle-t-il? Monsieur Trainer, si je m'en souviens, ou Strainer, le premier qui a dit ça. Puis il y a eu Monsieur euh, Jared Diamond, bon, dans la même perspective. Euh, la société de l'île de Pâques, pourquoi est-ce que quand on demande aux gens, voilà, pourquoi vous avez fait ces grosses statues, qu'est-ce que ça veut dire? Les gens disent on ne sait pas trop, mais en fait c'est parce que c'est pas les gens qui ont érigé ces statues. Les gens qui érigeaient les statues, ils ont détruit entièrement la végétation à la surface de leur île, et c'est pour ça qu'ils ont disparu. Et il y en a d'autres qui sont venus après, qui ont trouvé des îles complètement pelées et qui ont commencé à vivre là-dessus. La destruction de l'environnement, la destruction du climat, tout ça, les gens l'ont fait même à l'échelle locale, détruire le microclimat. Apparemment, les Mayas ont détruit le microclimat en détruisant entièrement la forêt autour de chez eux. Nous nous rendons compte maintenant qu'il y a quelque chose de l'ordre oui, j'allais dire de la fatalité, c'est le mot que je voulais. Euh, les êtres humains détruisent leur environnement. Ils ne peuvent pas faire autrement. Ils prolifèrent. Et c'est parce que nos espèces de mammifères, nous n'avons pas, il n'y a pas de mécanisme qui réduit la fécondité de manière immédiate ou automatique à partir de la densité. Le turbo, qui est un animal qui vit au fond de la mer et qui a une certaine surface, c'est pas lui qui a inventé le nombre de ses œufs, mais il y a un mécanisme chez le turbo qui faisait que quand la densité des turbos, quand le fond était voilà, trop occupé, les turbos faisaient moins d'œufs. Il n'y a rien du même ordre chez nous. Nous sommes comme les lemmings, et ça j'en parlais dans ce livre, voilà, le dernier qui s'en va éteindre la lumière. Nous sommes des espèces colonisatrices, c'est-à-dire que nous envahissons l'environnement. Et qu'est-ce qui fait qu'il y a toujours des lemmings, alors qu'on voit effectivement dans des documentaires des lemmings qui tombent d'une falaise et des lemmings qui se noient en essayant de traverser une rivière. Je vous rappelle que le lemming, il fait quoi? Il fait 4-5 cm, peut-être même pas. C'est un tout petit campagnol. Mais le mécanisme de survie de l'espèce lemming, c'est le fait que quand son environnement est complètement détruit par lui, parce qu'en plus ils se reproduisent comme des lapins, si je peux dire, en fait ils se reproduisent comme des lemmings, ils partent en bande, ils partent en masse pour essayer de passer d'un col qui sépare de vallées. Ils essayent de traverser des rivières qui sont
peut-être avec un peu de chance suffisamment étroite pour qu'il puisse arriver sur l'autre bord, sur l'autre rive, mais sinon il se noie. Alors qu'est-ce qui se passe? Ah ben, il y a un mécanisme, il y a un très beau mécanisme qui fait qu'ils se mettent à courir dans toutes les directions et ils finissent par trouver une vallée qui est encore utilisable. Et dans le processus, il y en a un grand nombre qui disparaissent, ce qui fait que bon, ça redevient faisable. L'ennui, c'est que nous, les êtres humains, nous découvrons que nous sommes dans le mécanisme des lemmings et qu'il n'y a pas d'autre vallée. Si, il y a une autre vallée peut-être sur la planète Mars, mais il faut d'abord faire de la terraformation, il faut d'abord la couvrir entièrement de terre, il faut lui donner une atmosphère. On nous annonce tous les jours qu'il y a 28 planètes, exoplanètes formidables quelque part à des millions d'années-lumière, peut-être pas à des millions d'années-lumière, disons à des dizaines d'années-lumière ou des milliers d'années-lumière, mais ça c'est très 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 loin. Pour nous, on n'a pas les moyens d'aller jusque-là en ce moment. Alors RIP, R-I-P, oui, c'est bien possible, c'est bien possible. Est-ce que je le savais déjà en 2016? Probablement. Est-ce que je me suis dit, on va quand même essayer de secouer un peu le cocotier pour que les gens fassent des choses? Oui, sans doute, mais j'avais déjà une très mauvaise expérience. C'est-à-dire que depuis 2005-2006, alors que j'étais au sein même du milieu où on produisait des titres subprime et que donc j'étais au meilleur endroit pour me faire entendre en disant casse-cou, on va à la catastrophe. J'étais pas le seul. On n'était pas nombreux, hein, honnêtement. Allez, sur le personnel des banques et tout ça, qui faisait du mortgage, du prêt au logement aux États-Unis. Allez, disons que dans l'industrie, on était 35 000 en tout. On va dire qu'il y avait 1% des gens qui gueulaient en disant ça va se casser la gueule. Ça fait quoi? 350 personnes. Ça me paraît aller une bonne évaluation. J'en connaissais, je dirais, une bonne partie. Parce que c'est finalement un assez petit milieu. Qu'est-ce qu'on a pu faire? Absolument rien. Ceux qui gueulaient, on n'a rien pu faire. Il y avait à la tête de la Federal Reserve, la Banque centrale américaine, il y avait M. Alan Greenspan, et M. Alan Greenspan, il était entouré d'un groupe de gens où il y avait M. je ne sais plus comment il s'appelait, Kervaniar, quelque chose comme ça, qui disait que les bulles immobilières, ça n'existait même pas. Il y en avait d'autres qui expliquaient que si le prix de l'immobilier augmentait, c'est parce qu'il y avait moins d'impact sur la construction des maisons que sur le reste moins d'impact de l'informatisation, de la numérisation sur la construction des maisons que sur tout le reste autour, ce qui était vrai aussi, mais ça, il y avait quand même une bulle. Donc, que fait le monde? Le monde veut continuer comme il est. Regardez ce qui s'est passé. Regardez tout ce qu'on a fait déjà raconté il y a 2 ans sur le monde post-Covid. On aurait compris, on aurait tout changé, etc. Non, reconstruction à l'identique, c'est ça la règle. Alors parfois il y a des révolutions, ces révolutions, malheureusement, les gens qui les font n'ont qu'une conception tout à fait approximative du fonctionnement du monde autour de soi, ce qui est normal parce que le développement de la science fait que, je ne sais pas, on explique par exemple, on explique beaucoup la Révolution française d'un moment même par l'éthique, par la morale, par l'appel à l'exemple des Gracques, à l'exemple de Démosthène et de Solon et ainsi de suite, c'est-à-dire à partir de comportements inspirés par l'éthique. Est-ce que ça explique exactement le mécanisme de la Révolution française? Non. La révolution russe d'octobre 1917. Est-ce qu'il y a une représentation très claire de la situation, de ce qu'il faut faire? Oui, il y a eu le marxisme, il y a les interprétations de Marx, il y a des très bons théoriciens, il y a des gens qui savent raisonner, comme Lénine ou Trotsky. Mais est-ce qu'on sait exactement ce qu'il faut faire? Finalement, on abat le tsarisme et assez rapidement, là aussi, une sorte de retour à l'identique. On reconstruit un système tsariste. Il y avait cette blague faite par le magazine actuel
Oui, dans les années 70, je me souviens de ça, un numéro où il y avait un article sur une critique de l'Union soviétique, et c'était une critique très bien faite, c'était une très bonne analyse. Voilà ce qui a, ouais, voilà ce qui marche pas. Et puis en bas de l'article, il était écrit, nous avons fait une petite plaisanterie, nous avons à peine modifié, on a changé quelques mots ici et là, d'un article publié, je ne sais pas quoi, en 1905, qui critique le tsarisme. C'est-à-dire qu'on pouvait réutiliser un article qui était une charge contre le tsarisme et en faire, voilà, 50 ans plus tard, 60 ans plus tard, on pouvait en faire une charge contre l'Union soviétique, montrant que finalement on avait reconstruit en gros la même chose. Et pourtant, il y a du souffle, hein, il y a du souffle dans la Révolution française. Il y a des gens qui pensent bien là aussi. Hein, il y a des gens, voilà, quand je fais des propositions maintenant, il m'arrive de simplement citer des passages entiers de Robespierre et de Saint-Just. Est-ce qu'ils ont pu entièrement changer le monde dans la direction qu'il fallait? Non. Pas plus que les révolutionnaires russes. Si, ça nous donne, voilà, je regardais ça hier soir, octobre de Sergei Eisenstein. Alors vous regardez ça, comme vous pouvez regarder La Grève, le cuirassé Potemkin, et vous pouvez vous dire, ah, ils ont inventé le cinéma dans les années 1925-1927 et ils ont tout dit en matière d'expression cinématographique. Voilà, ils avaient compris ça tout de suite. Quand je dis lui, je veux dire aussi avec Fritz Lang et quelques autres, Abel Gans, Griffiths. Ils ont dit voilà, hein, il y a des petits bouts, on va les coller, il y a de la lumière, on va mettre la lumière d'en bas, d'en haut, sur le côté, on va couper ça pour donner du sens ou d'une manière ou d'une autre, on va essayer de mettre de la continuité ou bien on va découper ça voilà, comme le fait Eisenstein en tout petit bout et en mettant des tas d'autres choses au milieu pour que l'évocation de l'imagination, on n'ait même pas besoin de la faire, qu'on nous montre des scènes d'abattoir pendant que l'armée tire sur les grévistes, des choses comme ça. Voilà, c'est splendide. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, les êtres humains, maintenant qu'on sait que c'est râpé mais bon, ça, justement, je crois. Hein, la beauté sera là jusqu'au bout. Il y aura bien sûr des survivalistes qui vont essayer de s'organiser, ils s'organisent déjà. Il va y avoir des catastrophes à l'échelle planétaire, c'est le cas de le dire. Et espérons qu'il y aura un sursaut ou une multitude de petits sursauts qui vont faire qu'on trouve une solution pour que tout ça se prolonge, s'améliore, se reproduise ailleurs. La durée de vie d'une espèce de mammifère à la surface de la Terre, c'est 2 millions d'années, 2 millions et demi si je m'en souviens. Et l'être humain n'est pas très très loin de ça. Alors comme disait l'autre, est-ce que ça veut dire que la vie va disparaître sur la Terre? Non, parce que bon, il y a des bactéries à profusion tout au fond des océans, proximité des bouches de volcans qui se trouvent là. Au pire, tout peut repartir de là, parce que bon, on est quand même on est dans du solide, et il y a des tas de mécanismes justement qui permettent aux choses de s'organiser sans qu'il y ait des gens autour pour en avoir la conscience et comprendre plus ou moins comment ça marche. C'est pas nécessaire, tout ça fonctionne. Un petit mot, voilà, un petit mot sur le capitalisme. Je suis une des rares personnes, et quand je dis ça en général, ça veut dire que je pense que je suis le seul à avoir vraiment bien travaillé, à montrer les racines du capitalisme dans le système du métayage, qui n'est pas simplement un système qui existait au Moyen-Âge chez nous. Il existe, quand les Européens découvrent le monde, ils trouvent le système de métayage à peu près partout, et c'est probablement pas une invention européenne qui a diffusé jusque-là. Non, les gens ont trouvé, à partir du moment où il y a de la propriété privée, il y a un moyen de partager le risque et la chance aussi entre un propriétaire et un qui trime et un qui travaille vraiment. Et c'est un système autorégulateur, c'est bien. Quand il n'y a rien, ben on partage le rien, et quand il y a beaucoup, on partage le beaucoup.
Mais le problème, il est déjà là, il est dans le fait qu'il y a des gens qui sont le propriétaire et que les autres triment, et que celui qui est propriétaire, il ramasse une partie de la mise sans avoir absolument rien fait, sauf d'avoir le titre, sauf que son ancêtre, à un moment quelconque, est un guerrier qui a à la pointe de l'épée empêché les autres de lui dire quelque chose quand il a dit ceci est à moi, et le système était râpé à partir de là. Bon, allez, je crois qu'il y aura quand même une semaine prochaine durant laquelle je pourrai vous dire quelque chose, mais je crains que tout cela soit encore du même style que ce que j'ai dit aujourd'hui. Donc je crois que c'est réaliste, c'est réaliste. Ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire, qu'il faut tomber dans le fatalisme, qu'il ne faut pas s'organiser, ne pas donner une chance à la possibilité voilà, de survie supplémentaire et peut-être même de sociétés qui seraient plus vivables que celles que nous avons de nos jours. Mais je crois que les chances objectivement sont minces vu l'histoire de l'espèce jusqu'ici. Voilà, allez, à bientôt.